vers l'Europe. Cette fois-ci, on va faire un tour à Lille, une ville française près des frontières belges. Une ville très intéressante. Nous avons avec nous un ancien chroniqueur de l'émission. Bonjour Monsieur Esso, comment ça va? Écoutez, Henri, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Je suis très fier et flatté que tu te souviennes encore de moi après, presque 30 ans. Hein. Oh mon Dieu, non, c'est pas vrai, le temps passe vite. Hein. Oh là là, ne me dites pas ça parce que là, on se sent vieillir là. Comment ça va? On a travaillé ensemble il y a il y a très longtemps. Ouais. Mais ça va très bien, malgré la pandémie mondiale que tout le monde vit en ce moment. Exactement. On essaie de s'en sortir, mettre son masque et puis peut-être faire le vaccin. Mais moi, je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà, peut-être ça viendra à un moment donné. Ben, moi, je peux te dire que moi, c'est fait déjà. Et donc, j'attends le second, là. Bon courage. Vive le Canada. Jean-Pierre Esso, c'est un plaisir, vraiment, comme on dit, les retrouvailles. Je vous présente comme journaliste indépendant, je le précise. Vous avez travaillé à cette émission ici au début comme chroniqueur et ça a été extraordinaire. Je dois vous le dire encore une fois, merci d'avoir eu ce privilège, en fait, de nous donner ce privilège de travailler avec vous, monsieur. Maintenant, voici ma question avant de démarrer, parce que là, on n'a fait qu'une petite introduction à l'africaine. On aime bien blablater, comme on dit. Qui est Jean-Pierre Esso? Qui êtes-vous? Qui est Jean-Pierre Esso? Jean-Pierre Esso, c'est un ancien étudiant de l'Université du Québec à Montréal, où j'étais venu en 1990 étudier les communications. Et voilà, plus jeune, je rêvais de faire en fait du cinéma. Je voulais être réalisateur de films et tout ça. Bon, je ne suis pas devenu réalisateur de films, mais j'ai appris beaucoup de techniques à l'UQAM. J'ai appris à faire de la radio, à faire de la télé, à rédiger des articles et même à parler oralement en public. Et donc, c'est dans le cadre de mes études que j'ai commencé à faire de la radio à Radio Centre-Ville, Montréal. À cette époque-là, vers 92, j'ai eu à animer une émission de radio qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Nuit Blanche. Et voilà, on mettait de la musique américaine, la musique française. Nuit Blanche. Oui, voilà, du hip-hop et du R&B. Et 2 ans après, je ne sais plus comment on s'est rencontrés, nous deux, mais en tout cas, j'ai eu l'occasion de travailler sur cette chaîne de télévision communautaire. À l'époque, j'étais pas très à l'aise de me voir à la télévision, tout ça. C'était un peu difficile parce que, bon, je le faisais un petit peu à l'université, mais je préférais la radio parce que la radio, les gens ne vous voient pas, il y a moins de stress et tout. Et c'était plus facile, la radio. Mais j'ai fait la télé, c'était une belle expérience quand même si je n'étais pas toujours très à l'aise. Mais c'était une belle expérience. Les gens me reconnaissaient dans la rue parfois, les Africains. Ah, mais c'est toi qui passes à la télé. Une fois, je me rappelle, je suis allé chez des gens, j'ai ouvert la porte et tous se sont arrêtés de parler parce qu'ils m'avaient vu, genre, quelques heures avant sur cette chaîne-là. Et c'était très... Oui, les gens me reconnaissaient. Bon, on me reconnaissait aussi par rapport à l'émission radio, par rapport à la voix. Mais par rapport au visage, c'était par rapport à cette émission de télévision. Après ça, je quitte le Canada, je rentre donc en Afrique, je rentre au Cameroun, dont je suis originaire. Oui. Et quand je rentre au Cameroun, je veux faire de la radio là-bas parce que j'avais déjà fait des stages. Oui. Quand j'étais étudiant, c'était souvent en vacances, je faisais des stages à la radio et télévision nationale. Mais quand je rentre, j'ai pas l'opportunité de me faire recruter, ça se fait pas. Et je décide d'aller en Côte d'Ivoire. Je vais en Côte d'Ivoire en fin 96 parce que j'avais des contacts là-bas. J'avais passé une partie de ma scolarité en Côte d'Ivoire. Je connaissais encore des gens. Et j'y vais. Et je fais 1 mois ou 2 et j'ai une expérience en publicité. Dans la publicité, on me prend pour faire un spot télé où je suis acteur en fait. Eh ben, dis donc. donc toujours, c'est une histoire d'image. Je n'étais pas prédestiné à faire ça, mais bon. Les hasards de mes recherches d'emploi me font apparaître dans une publicité pour une marque de savon, de lessive. Oui. Et après, une marque aussi, un magasin de vêtements, un magasin français qui venait s'installer en Côte d'Ivoire. 3 mois après, en 97, vers le mois d'avril, je suis recruté à Radio Nostalgie, qui est une radio française qui était basée en Côte d'Ivoire. Et dont le directeur, le président directeur général, c'était le regretté Ahmed Bakayoko, qui vient de décéder
l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire. À l'époque, c'était le... Oui, il était Premier ministre, effectivement. Ouais. Voilà, il était le président de Radio Nostalgie à Abidjan. Et d'ailleurs, une mort mystérieuse pour de nombreux Ivoiriens. Il est mort très jeune. Oui, il est mort jeune, 56 ans. Mais paix à son âme. Mais c'était en tout cas un patron très intéressant. Il était proche de nous, les employés de la radio. J'ai eu une très belle expérience là-bas. La continuité de ce que je faisais à Montréal, je faisais de l'antenne libre. Parfois, je lisais des nouvelles pour le journal et tout. Et 6 mois après, je me fais recruter dans une agence de publicité. Oui. Alors que je n'ai jamais fait de la publicité avant. Mais une dame française qui avait déjà travaillé au Cameroun me rencontre et elle dit qu'elle aime bien les Camerounais et que les Camerounais aiment bien, ils savent se battre et tout, que je vais apprendre le boulot, même si je n'ai pas été en école. Ta gueule lui plaît, quoi. Ouais. C'était surtout ma camerounité, je dirais, parce qu'elle trouvait que les Camerounais étaient des gens dynamiques et combatifs et que j'allais pouvoir me débrouiller. Et ce que j'ai fait, j'ai travaillé de fin 97 à 2000, fin 2000, quand il y avait déjà les problèmes politiques, les élections. Il y a eu le coup d'État en 99 de Guy Robert. Vous étiez là. Vous étiez là. Oui, vous étiez sur place. Oui, le 23 décembre 99, j'étais à Abidjan au travail, dans l'agence, quand les premiers chars se baladent dans la ville. Et puis on est terrorisé, on est enfermé dans le bureau jusqu'à minuit, parce qu'on ne peut pas sortir, ça tire partout dans les rues et tout. Et voilà, et ça a continué comme ça jusqu'au moment des élections en novembre 2000, quand le président Gbagbo se fait élire, mais il y a plein de problèmes. Guy Robert dit que ce n'est pas Gbagbo qui a gagné. Il y avait plein de problèmes et tout. Bref, ça devenait déjà très dangereux de rester là-bas et mes parents m'ont demandé de partir. De quitter, oui. La Côte d'Ivoire. Moi, je voulais rester parce que, bon, nous, on y vivait, on y travaillait. On ne sentait pas réellement le danger, comme les gens qui étaient à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Mais imaginez que vous avez vos parents en vie au Cameroun et votre enfant, et que dans un pays qui est en guerre, où il y a des morts et tout, bon, ils m'ont demandé de partir. Et au lieu d'aller au Cameroun, où je me disais que je n'allais pas forcément retrouver du travail parce que j'avais déjà l'expérience de mon retour du Canada où je n'avais pas pu travailler, ben, je suis allé en France. Je suis allé en France en début 2001 et ça coïncidait avec la naissance de mon premier fils. Donc j'arrive à Paris un samedi, mon fils naît le dimanche. Oh là là, un beau cadeau, hein. Et ma vie a changé. Ma vie a changé complètement. La vie change, hein. On devient papa. Oui, complètement. Et donc, je ne regrette pas ces 5 années en Afrique parce que c'était un changement par rapport à toutes les années que je venais de faire au Canada, en Amérique du Nord, où il y a une façon de vivre en Amérique du Nord, il y a une autre façon de vivre aussi en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, qui n'est pas réellement mon pays, mais j'ai eu l'opportunité d'apprendre le métier de la publicité. Et justement, voilà. Je vais vous arrêter quelques minutes. Je n'ai pas cette occasion de laisser parler longuement comme ça mes invités, mais vous écoutez, c'est tellement très intéressant. Vous avez, en fait, vous venez de parler de 2 éléments. La vie en Amérique du Nord. Vous avez vécu ici en Amérique du Nord, vous êtes un Nord-Américain vous-même, que vous ne le vouliez ou pas. La vie en Côte d'Ivoire, en Afrique noire, telle que vous l'avez précisé. Je vais vous laisser continuer, mais juste cette partie-là, quelle différence justement vous faites entre ces 2 régions du monde? On veut bien comprendre ici, selon vous. Ça n'a complètement rien à voir. Déjà, tout simplement, vivre en France et vivre au Canada, c'est 2 choses complètement différentes. Moi, j'ai vu la différence quand je partais de Paris en 90 pour aller vivre à Montréal. C'était un autre monde. C'était vraiment un autre monde. Il y avait une qualité de vie que j'ai trouvée à Montréal que je n'avais pas en France. Il y avait souvent, quand on part de France, on se dit oui, on va au Canada, il fait froid là-bas, il y a les moins 20, moins 15 et tout ça. Mais on se rend compte en vivant en Amérique du Nord qu'en fait, il fait froid, mais le pays est équipé pour ne pas avoir froid. Les maisons sont bien chauffées, les appartements sont agréables. C'est pas souvent des boîtes d'allumettes qu'on retrouve en France. et c'est vraiment bien chauffé. On a des vêtements qui sont adaptés au froid. Des chaussures même. Des chaussures même. Les bottes aussi. Oui. Du coup, moi, en Amérique du Nord, je ne peux pas dire que j'ai eu froid. Moi, souvent, j'ai plus froid en France qu'au Canada. Parce que le froid, j'ai l'impression qu'au Canada, le froid est plus sec. Et alors qu'en France, il est beaucoup plus humide. Il traverse, c'est un froid qui traverse là. Hein? Oui, voilà. En tout cas l'Amérique du Nord et l'Afrique ont chacun ou chacune leur charme. C'est ce que je pourrais dire. Ok. Voilà. Jean-Pierre Esso, maintenant qu'on vous a bien présenté, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Aujourd'hui,
Entre-temps, j'ai fait 40 choses. Après, donc, on était en 2001 où je suis rentré sur Paris. Et 2002, je commence l'aventure Camfoot. Camfoot.com, c'était un site créé par des Camerounais de Montréal, mes anciens amis de Montréal et d'autres qui étaient au Cameroun. On a décidé de créer un site web, comme c'était l'avènement des sites internet et tout ça. Il n'y avait pas de site internet de football à l'époque au Cameroun, dédié simplement au football. Et au début 2002, il y avait la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouait au Mali. Oui. Et donc, on décide comme ça de créer ce site internet. Et puis, chacun écrit donc de là où il est. Moi, j'écrivais de Paris, les autres étaient à Montréal, d'autres étaient au Cameroun. Et voilà, on a commencé cette aventure. Et le site était vraiment, vraiment très fréquenté parce que, justement, c'était le seul et l'unique à l'époque d'informations sur les lions indomptables du Cameroun. Donc, j'ai commencé donc l'aventure. J'ai un peu délaissé la radio et tout ça pour le journalisme en ligne. Et c'est ce journalisme en ligne qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs années après, après l'aventure Camfoot, je travaillais à Eurosport.fr, je travaillais à FIFA.com. J'ai créé mon propre site donc en 2008 qui s'appelle Okabol Media. Okabol Media, c'est un site qui parle de sport, football et aussi de culture. Parce que la culture, j'avais déjà fait de la culture quand je faisais de la radio au Canada, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et même à Montréal en faisant même ton émission. On parlait de plusieurs choses. On parlait de politique, on parlait aussi de culture. Je me rappelle, on avait fait des émissions sur Vue d'Afrique, des choses comme ça, ou le festival Nuit d'Afrique. Donc voilà, j'ai perpétué ces choses-là du passé, faire des articles sur les Miss, sur les livres, le cinéma et tout ça, en plus de mon aventure football qui m'a permis d'aller à la Coupe du Monde en 2006 en Allemagne, ma première Coupe du Monde en tant que journaliste. Après la Coupe du Monde en Afrique, la première en 2010 en Afrique du Sud. Et ensuite, celle de 2014 au Brésil. Bien entendu, je suis allé aussi à plusieurs Coupes d'Afrique. Donc, toutes ces choses m'ont permis de faire donc beaucoup de voyages. Je suis allé en Égypte, je suis allé en Tunisie en 2004 pour la Coupe d'Afrique. Je suis allé au Ghana en 2008, toujours pour la Coupe d'Afrique. Et puis, bien évidemment, la Coupe du Monde 2014. Je pense un de mes plus beaux voyages parce que c'est vraiment un pays magnifique, le Brésil. Et j'ai vu des paysages de fou. Quand vous prenez l'autobus entre Brasilia et Rio de Janeiro, on a fait presque une vingtaine d'heures sur le chemin parce que le bus était tombé en panne et tout ça. Mais j'ai vu des paysages que je pense, je ne sais pas si je vais les revoir. Il faudrait peut-être retourner au Brésil pour les voir. Et, comme des paysages, c'est-à-dire j'ai vu des forêts, j'ai vu des paysages peut-être pas parfois c'était des forêts, parfois c'était des paysages, genre des champs bien tracés, des montagnes, des choses comme ça. C'était, je sais même pas quoi, j'ai même pas les mots quoi. Mais en fait, moi j'étais venu pour le foot, mais j'ai découvert un pays, un continent carrément. On est même allé avec le Cameroun jouer un match contre la Croatie à Manaus. Manaus, c'est carrément en Amazonie. En Amazonie, dans le nord du Brésil. Et bon, l'Amazonie, on la connaît dans les livres, les films et tout ça. Bon, on n'a pas eu le temps de visiter l'Amazonie. C'était simplement le match. On était au match, on est retourné tout de suite. Mais c'était beau. Le peu qu'on a vu, c'était très beau. Et voilà. Et entre-temps, donc, depuis, je continue à faire mon site internet au Cabol. De temps en temps, et parfois, je mets du temps à le mettre en ligne. Et en 2015, j'ai eu l'opportunité de travailler en télévision de nouveau à Londres, donc tu te souviens, j'ai travaillé à Vox Africa, une chaîne panafricaine basée à Londres. Et j'étais chef d'édition. Je préparais le journal pour les journalistes. Mais après, j'ai été contraint et obligé de faire aussi le journal, de faire des émissions matinales et tout ça. Et c'était une belle expérience aussi. Même si je n'aime toujours pas me voir en télé, mais j'ai fait ça pendant 2 ans. Et voilà. Jean-Pierre Esso, qui nous parle depuis la ville de Lille. Je le présente comme journaliste indépendant, ancien collègue à l'émission Afro-Monde. Aujourd'hui, on parle plus de Ça va causer. Journaliste, vous avez fait quand même le tour du monde. Je m'arrêtais rapido précis parce que le temps, vous savez, le temps passe tellement vite. Mon frère, vous êtes allé au Brésil. Je suis moi-même fasciné par ce pays où j'ai des amis d'enfance qui vivent là, des Brésiliens pur laine, qui nous suivent d'ailleurs sur Facebook. Ma question, et ils sont blancs. Imaginez-vous, ils sont blancs. Ma question ici est celle-ci. Vous, en tant qu'Africain, en tant que Noir, vous débarquez au Brésil.
durant une période extraordinaire. Je m'arrête là. Dites-moi, comment est-ce que vous vous êtes senti lorsque vous observez vos frères noirs, ils sont mélangés, il y a des métis, il y a des mulâtres, il y a des gens qui vivent en fait différentes couleurs, différentes cultures. Vous, en tant qu'Africain, comment est-ce que vous vous êtes senti lorsque vous êtes arrivé là? On m'avait posé la même question dans le journal La Dépêche de Brazzaville à mon retour de la Coupe du Monde, que comment j'ai vu là-bas, les Noirs là-bas, leur situation, comment ils étaient et tout. Et je me souviens d'avoir répondu que c'était très, très difficile. Enfin, ce que j'ai pu voir, les Noirs là-bas ils ne vivent pas très bien là-bas. Le peu de Noirs que je voyais dans les villes, parfois, j'ai vu beaucoup de clochards noirs. J'ai vu très peu de clochards, très peu de Noirs dans des bonnes conditions de vie. Vraiment très peu. Et très souvent, ils avaient des boulots pas reluisants. C'était difficile. J'étais vraiment mal à l'aise par rapport à ça. Et dans la plupart des villes où je suis allé, c'était le même constat. Et puis, on m'a dit que dans la ville de... Comment ça s'appelle? Salvador de Bahia. Oui. Salvador de Bahia, c'est une ville où il y a vraiment le plus de Noirs. Et là-bas, la communauté est beaucoup plus grande et ils vivent un peu mieux que dans le reste du Brésil. Mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir les matchs à Salvador de Bahia parce que les matchs là-bas ne m'intéressaient pas ou ne me concernaient pas. Donc, je ne suis pas allé à Bahia, même si c'est la ville du roi Pelé où il a joué et tout ça. J'aurais aimé y aller pour voir justement, on m'a dit qu'il y a un très grand festival de là-bas et tout, carnaval, pardon, mais je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. J'aurais aimé voir justement les conditions de vie de ces gens-là qui nous ressemblent, qui sont partis il y a très longtemps, mais peut-être dans un futur voyage au Brésil. Mais en tout cas, j'ai un très mauvais souvenir de la situation des Noirs au Brésil, vraiment très mauvais. Jean-Pierre Esso, je le rappelle, vous êtes journaliste indépendant et vous nous parlez depuis la ville de Lille en France. Ma toute dernière question avant de se laisser, je ne peux pas ne pas poser cette question à un journaliste africain qui connaît le monde, qui a étudié dans le domaine. Mon frère, le continent africain évolue comme partout ailleurs. Nous sommes en 2021, nous sortons pratiquement de cette pandémie mondiale. Ma question ici, quel est votre regard sur ce continent, sur l'Afrique noire? Et je cite des éléments très précis. On parle ici du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. On parle du décès du président Déby au Tchad. On parle ici, en fait, de l'arrivée de M. Félix Antoine Tshisekedi au Congo. Il y a changement. On parle de plus en plus de Paul Kagame dans les médias. J'aimerais connaître votre commentaire, disons, là-dessus. Ben, voilà, l'Afrique est en train d'évoluer, de changer. Ça bouge au niveau politique, comme vous venez de le dire. Il y a tous ces événements-là à la tête de ces différents pays. Le président Déby, malheureusement, décédé, son fils qui le remplace. Les populations ne sont pas tellement contentes de ce qui s'est passé parce qu'on ne sait pas réellement dans quelles conditions ce président du Tchad est mort. Le retour de Laurent Gbagbo, je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai eu le privilège de vivre plusieurs années en Côte d'Ivoire pendant qu'il était le président. Enfin, il a été président quand j'étais en train de partir, puisqu'il a été élu en novembre 2000. Et moi, en février 2001, je pars de la Côte d'Ivoire. Mais bon, j'ai un peu suivi. J'étais là quand il était opposant et tout et tout. Il y a une bonne partie des Ivoiriens, certainement, qui seraient contents qu'ils reviennent, mais comment ça va se passer avec le président actuel? Quelles seront les dynamiques? Est-ce qu'ils pourront vivre ensemble comme on a pu voir par exemple au Ghana, une photo, il y avait 3 anciens présidents du Ghana assis ensemble qui discutaient et qui rigolaient. C'est un rêve de pouvoir le voir dans différents pays, et notamment la Côte d'Ivoire, de voir par exemple le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo assis en train de discuter et de coexister. Mais bon, on verra. Le président Kagame a reçu récemment le président de la France chez lui. C'est vrai les gens ont beaucoup parlé du fait qu'il ne soit pas venu à l'aéroport recevoir le président parce que le président français ne l'avait pas reçu non plus. En France, il avait envoyé un ministre. Lui aussi, il a envoyé un ministre. Réciprocité diplomatique. Voilà, le recevoir. Bon, je pense que c'est un acte assez fort, même si plus tard dans la journée, il a reçu le président après français. Il a amené voir un match de basket, le tournoi de la balle, là, comment ça s'appelle, la Basketball African League. Oui. Voilà, je trouve ça très bien. Et puis bon, que chacun sache connaît sa place en fait. Voilà. Et puis qu'il y ait des exemples comme ça de plus en plus en Afrique, ce serait une bonne chose. Et le président Kagame a
je pense qu'il a montré un acte fort. Bon, on est en 2021. On verra comment vont se passer les choses au niveau politique. Bon, moi, je suis pas. J'ai fait, c'est vrai, de la science politique à Montréal un petit peu avant la communication, mais la politique et moi, ça fait 10. Jean-Pierre Esso qui nous parle depuis la ville de Lille à Paris. On termine plutôt depuis la ville de Lille en France. Je ne sais pas pourquoi j'ai Paris dans ma tête. Alors, il y a des nombreux Camerounais qui vous ont connu ici, qui vous suivent actuellement et qui sont contents de vous voir. Le mot de la fin à la communauté africaine, à la diaspora africaine ici et même disons québécoise, qui ont eu l'occasion en fait de vous connaître ici à Montréal. Bon, j'ai encore beaucoup de familles et d'amis proches qui vivent au Canada, qui vivent à Montréal ou dans d'autres provinces du Canada. Je les salue. J'espère qu'ils vont regarder l'émission, qu'ils m'enverront des messages. J'espère pour eux que la vie se passe bien au Canada malgré les lourdes restrictions que j'ai pu entendre ça et là concernant la pandémie mondiale. C'était difficile pour vous là-bas de sortir, d'aller dans vos pays respectifs. J'imagine, je pense à ceux qui ont peut-être eu des événements heureux ou malheureux en Afrique, qui n'ont peut-être pas pu rentrer pour pouvoir aller honorer ces événements-là parce qu'il y avait ce lockdown qui était vraiment très, très, très strict chez vous. Alors, je pense à vous, je vous dis bonne chance au Canada et on espère se revoir dans un futur proche, que ce soit au Canada, que ce soit à Lille en France, que ce soit au Cameroun, à Abidjan ou ailleurs. Jean-Pierre Esso, encore une fois, merci beaucoup, confrère. Et je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je sais que chez vous, vous êtes en soirée. C'est quoi, 21h, je pense, en fait 21h30 actuellement, à Lille. Il est à peu près 20h. 20h, oh là là, ben voilà. Alors, merci encore une fois. Au revoir et portez-vous bien. À bientôt et merci de m'avoir invité. Merci. Alors voilà, madame, monsieur.